à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Artem Shishkov, le BD Europe chez DYDX Fondation. DYDX est lancé en 2017 par Antonio Giuliano, ancien de chez Coinbase. DYDX a su construire un échange puissant et professionnel pour le trading de perpétuel à destination des traders amateurs, expérimentés comme professionnels. En 2021, c'est le lancement. Une croissance rapide malgré des frais contraignants, notamment sur la blockchain Ethereum. Depuis son lancement, c'est zéro hack, zéro faille, zéro perte et une migration réussie sur l'univers et la blockchain Cosmos. Aujourd'hui, DYDX, c'est 60 000 traders actifs, 60 cryptos disponibles, 20 milliards de dollars de volume depuis son lancement. Une blockchain propriétaire via la DYDX Chain, une solution 100% décentralisée, une gouvernance totalement libérée et un token avec une vraie utilité. Et pour en parler, Artem, mais juste avant, est-ce que tu peux rapidement te présenter à la communauté ? Oui, merci Vincent pour l'invitation en tout cas. On a parlé juste, juste avant que le podcast commence pour pas écorcher le prénom et ça a été fait au début, mais je rattrape tout ça. Je m'appelle Artem Shishkov, j'ai aujourd'hui 27 ans. Je suis dans ce fabuleux écosystème de crypto depuis 2017 déjà, où j'ai commencé dans un premier temps dans une startup gaming à Malte, qui a pas vu forcément le jour après le dump de 2017-2018. Ensuite, j'ai pu rejoindre, après avoir créé une entreprise dans la publicité, Binance. Et par la suite, j'ai fait des prestations de services pour Bybit. Pour ensuite, en 2021, rejoindre DYDX en tant que lead France. Et ensuite, du coup, pour mon rôle aujourd'hui, qui est Europe BD Lead depuis à peu près un an, dans lequel je m'occupe de tout le développement de l'écosystème européen. Donc, si vous êtes un partenaire européen, n'hésitez pas à me contacter directement. Bien, avec grand plaisir Artem, on le fera. Merci pour ta présentation. Donc une expérience certaine au sein de différents exchanges bien connus, qui font partie d'ailleurs du top 3 mondiaux. On va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. On va commencer en 2022 avec une année extrêmement difficile. On va rappeler des Black Swan tels que Terra Luna, Celsius, A3C Capital et FTX. Puis une année 2023 plutôt positive, voire très positive sur les marchés crypto. Comment ces 2 années ont été vécues du côté de DYDX, le tout décentralisé, et surtout, comment la chute de FTX fut une aubaine pour DYDX. Alors, ça c'était c'est vraiment un cas précis FTX. Forcément, on a vu une augmentation de l'utilisateur lors de la chute de FTX. Ça confirme bien forcément notre vision de DYDX, de construire quelque chose de on-chain, transparent, où les personnes peuvent se sentir en sécurité. Forcément, on va pas dire que c'était quelque chose de positif pour l'écosystème crypto en général. Donc, certes, ça confirme la vision, la volonté de ce qu'on veut construire avec DYDX. Comme je l'expliquais, pas une boîte noire fermée qui est centralisée, où on ne sait pas ce qui se passe réellement, où tous les fees, où les fonds d'utilisateurs sont pris et sont redistribués à la MEDA ou ailleurs. Chez DYDX, aujourd'hui, tout est transparent. Donc, forcément, c'était quelque chose de bénéfique. Ça a permis de confirmer, en tout cas, qu'il y avait un produit de market fit dans l'écosystème, qu'il y avait un besoin, en tout cas, de transparence, de décentralisation. Et aujourd'hui, on est dans une lancée qu'on peut dire exponentielle, parce que DYDX, finalement, on a un volume qui augmente quotidiennement et annuellement. C'était une bonne chose et une mauvaise chose également pour l'écosystème. Donc, nous, on profite de ça, on continue à construire le produit et on espère ne pas avoir un autre cas pareil via Binance ou Bitget ou un autre compétiteur. Merci pour tout ça. D'ailleurs, on peut continuer à parler produits et amélioration produits parce que DYDX, depuis sa création, a vu plusieurs versions. On parle de la V1, on parle de la V2, on parle de la V3, on parle même de la V4 plus récemment. On parle d'ores et déjà de la version 5 de DYDX et on imagine que ça va plus s'arrêter. Depuis son lancement, DYDX, dans notre présentation, s'est toujours amélioré et a constamment réussi à progresser. La question, elle est extrêmement simple, c'est quels ont été les changements sur les 3 dernières années, concrètement, que ce soit en termes de fonctionnalité, en termes de marketing ou en termes de popularité. Comment ces changements, ont été décidés au sein de DYDX et qu'est-ce que nous réservent les prochaines améliorations. Si tu veux parler d'ores et déjà du futur, n'hésite pas. Peut-être on peut faire un récap un peu historique de DYDX, les différentes versions. Je suis désolé pour le bruit qui est derrière.
les différentes versions et peut-être également les équipes qui sont associées. Comme ça, on fait un récap de tout ça et le spectateur peut mieux comprendre. Donc, DiWDX a été fondé par Antonio Giuliano en 2017, où il y a eu la version 1 qui était d'abord sur Ethereum, donc il y a un besoin qui était technologique qui était là, mais qui n'était pas suffisamment présent pour avoir des fees moins chers. Et forcément, lorsqu'on a compris que Ethereum a explosé, les gas fees ont explosé, le produit n'était plus suffisamment bon. Donc, on est passé sur une transition qui était la V2, la V3 avec Starkware. On était les premiers utilisateurs de Starkware. Starkware, c'était la version 3 de DYDX qui permettait justement d'avoir des fees qui étaient moins chers. Aujourd'hui, tout le monde, je pense, connaît Starkware, c'est un layer 2 sur Ethereum. Mais au fil du temps, en fait, on est à l'écoute de l'utilisateur. On essaie d'écouter ce que l'utilisateur souhaite et on développe le produit associé à ça. Quand je dis on, finalement, du coup, il y a différentes entités chez DYDX. Il y a DYDX Trading qui peut être associé un petit peu à Consensus chez Ethereum qui s'occupe uniquement du produit. Donc, DYDX Trading, eux, dont il y avait le fondateur à l'époque qui était le CEO également, Antonio Giuliano. Aujourd'hui, c'est Ivo qui est le CEO. Ont décidé d'écouter l'utilisateur. Donc, créer une chaîne adaptée aux traders uniquement. Donc, vraiment créer un layer 1 avec des smart contracts, avec tout ce qui est associé pour vraiment trader du perpétuel sur DYDX. Ça, c'était vraiment une volonté d'un utilisateur. On avait un vrai besoin et on n'a pas décidé d'écouter les hypes qui peuvent exploser et s'éteindre très rapidement en crypto. On a vraiment essayé de chercher quelque chose qui peut être là encore dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans et qui peut apporter un maximum de volume, d'institutionnel, de retail, donc en construisant la V4. Par la suite, je pense qu'on va parler de la V5, de la V6, de la V7. Ils auront une annotation différente, un nom différent, mais c'est à peu près tout. Comment ça se passe au niveau de DYDX, au niveau de la gouvernance? Parce que j'imagine que les décisions, puisque c'est du tout décentralisé, se prennent principalement avec la communauté, avec les holders notamment. Est-ce que tu peux peut-être mieux nous expliquer comment ça fonctionne du côté de DYDX et surtout comment nous, peut-être en tant que porteurs du token DYDX, comment on peut y participer? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est complexe? Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Bien sûr, DYDX, finalement, aujourd'hui, c'est entièrement entre les mains de la communauté. Donc, si aujourd'hui, vous souhaitez, toi, Vincent, si tu souhaites demain apporter une modification au produit, un changement de tokenomics même sur DYDX ou même ajouter une nouvelle paire, je ne sais pas si disons que tu es un fan de Boden, qui d'ailleurs été listé récemment sur DYDX et que tu souhaites vraiment le trade en perpétuel, dans ce cas-là, tu peux faire un proposal. D'abord, comment ça se passe? Comme tu le montres sur l'écran aujourd'hui, tu as une discussion sur le forum. Ensuite, tu as une DRC création. Et ensuite, tu as le DRC feedback et discussion. Tout ça, c'est off-chain. Tout se déroule sur le front-end du forum. Il faut que tu détiennes un certain montant de tokens DYDX, qui est à peu près de 2000 tokens DYDX, pour faire ensuite un proposal. Une fois que le proposal est fait, il y a un vote qui est fait très simplement. Les personnes peuvent voter. Plus tu détiens DYDX, plus ton vote power est fort, et plus le vote peut passer facilement. Et finalement, aujourd'hui, toutes les actions, toutes les décisions sont portées par la communauté. Les ajouts de paires, les ajouts d'amélioration de produits, si on veut du spot, si on veut changer la tokenomics, je répète, ça c'est important, parce que ça peut modifier les cours de beaucoup de choses, mais également ajouter peut-être un nouveau produit, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on parle de 2000 tokens au niveau de DYDX pour pouvoir participer à la gouvernance. Est-ce qu'il y a des grosses baleines chez DYDX? Question, il y en a qui ont peut-être, je sais pas, 5, 10, 15% du supply. Et question aussi, est-ce que 90% du supply de DYDX est devenu peut-être par 1% des détenteurs de ce dernier? Ce qui est en fait une norme un petit peu, notamment sur les tokenomics de 2020-2021, où on s'est vite rendu compte qu'il y a quelques whales, quelques grosses mains qui détenaient quasiment 90 voire 95% du supply. Ça a été le cas initialement. Ensuite, ça commence à s'atténuer, en fait. Ça commence à se disperser. Pourquoi ça se disperse? Parce que finalement, ça devient un enjeu politique de détenir des DYDX sur DYDX. Parce que finalement, c'est un protocole qui fait 1 milliard de volume par jour. Donc, imagine aujourd'hui détenir des DYDX, finalement, tu fais de la politique, si on peut se permettre. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de validateurs qui ont acheté énormément de DYDX, qui, eux, votent énormément, qui sont énormément présents sur les forums. Mais tu as également aussi des VC, tu as des whales, tu as des institutionnels qui veulent participer au développement. Tu peux même avoir des compétiteurs, finalement, c'est dans leur intérêt. Et tu as ce flux de personnes qui crée finalement une dynamique de démocratie, si on peut utiliser ce terme. Et forcément, il y a toujours
cet enjeu où il y a d'autres personnes qui peuvent avoir un voting power, une force de frappe dans la gouvernance un peu plus forte par leurs moyens. Et ça, c'est normal. Ce sera toujours le cas. Je ne pense pas que ça va être dispersé. Et on rentre dans des problématiques de société, finalement. C'est comme si on construisait une société tous ensemble. Et ce forum de discussion, on peut parler de cette zone de participation, se fait directement en fait depuis le site de DYDX, directement depuis la plateforme DYDX. Hein, je l'avais vu sur la V4, j'ai commencé un petit peu à regarder, où je pouvais mettre, peut-être même, je crois que j'avais vu que je pouvais déléguer une partie de mes DYDX vers des personnes qui étaient très actives de la communauté, qui partageaient mes idées pour pouvoir prendre des décisions en mon nom. Hein, on peut le parler comme ça, c'est un petit peu ce qu'on fait d'ailleurs avec les validateurs, notamment du Cosmos Hub. Est-ce que c'est dans la même philosophie? Et est-ce que d'ailleurs, DYDX s'inscrit dans la même philosophie tentaculaire, modulaire du Cosmos Hub, là où de nouvelles intégrations pourraient arriver directement sur DYDX? Alors on peut même parler de la DYDX Chain, par exemple, votre propre blockchain. Est-ce que tout ça, ça peut s'articuler tel comme un tout? Et quelle en fait place prend la gouvernance au sein de tout l'écosystème DYDX? Clairement, en fait, DYDX, il faut le voir plus qu'un. On est passé d'une application à un protocole aujourd'hui. Ça, c'est vraiment important. Le terme protocole aujourd'hui sur DYDX, c'est qu'on n'est pas uniquement juste un produit, une application sur lequel on peut trader sur Ethereum. On est vraiment un protocole qui est complet. Si tu souhaites participer à la gouvernance, par exemple, tu peux taper dydx.forum et accéder à tous les forums disponibles et toutes les discussions disponibles. Voilà, tu es dessus. On essaie de rester tout de même chain agnostique. Tu parlais de Cosmos. Certes, on est sur Cosmos. Certes, on a notre propre chaîne. Mais en aucun cas, et d'ailleurs, ça s'est illustré lors de notre onboarding lorsque vous allez traiter sur DYDX, c'est qu'on essaie d'être chaîne agnostique. Donc, si tu veux trader aujourd'hui sur DYDX, tu n'as pas besoin d'être uniquement sur Cosmos, comprendre uniquement l'écosystème Cosmos. Si tu veux envoyer tes fonds d'Ethereum, d'Arbitrum ou n'importe quel layer 2, layer 1, tu peux le faire très facilement grâce à des produits qui ont été disponibles sur Cosmos, dont Noble et dont Axela. Ok, d'ailleurs en parlant de ça, on connecte directement notre MetaMask sur DYDX, donc je sais que pour certaines personnes ça peut être une première difficulté d'avoir un petit wallet non custodial, directement le connecter, donc il y en a plusieurs qui sont compatibles bien évidemment avec DYDX, signer le contrat pour pouvoir interagir avec la plateforme DYDX, ou en tout cas avec le protocole DYDX, et vous n'êtes pas bloqué bien évidemment à l'écosystème Cosmos. Vous pouvez envoyer des Ethereum depuis la blockchain Ethereum, vous pouvez envoyer depuis la Binance Smart Chain, vous pouvez envoyer de ce que vous voulez. On parle de ça puisque avant de re-rentrer en fait dans l'idée de tous ces de toute cette possibilité de wallet connectable avec des DYDX, on va parler plutôt de centralisation, puisqu'il il existe énormément de concurrence aujourd'hui dans tout l'écosystème crypto, dans son ensemble, dans le secteur des exchanges dits centralisés, les SEX. Ici, on peut parler de Binance, on en a parlé tout à l'heure, tu y as d'ailleurs travaillé, on peut parler de Kraken, on peut parler de Crypto.com, on peut parler de Bybit, de BitGet, et même de Coinbase, là où vient d'ailleurs le fondateur de DYDX. Comment aujourd'hui vous parvenez à créer une place au sein de tout l'écosystème et surtout quels sont les avantages concurrentiels de DYDX pour poursuivre son développement? En fait, est-ce que le fait de renforcer une vision du tout décentralisé suffit à pouvoir capter des utilisateurs en devenir? Alors, lorsqu'on regarde aujourd'hui les statistiques on-chain, on est à 1% des parts de marché des produits perp en général. Donc, on capture 1% du volume complet des centralized exchanges sur DYDX. C'est entre 1 à 2%. Lorsqu'on compare avec Uniswap ont commencé également avec 1% en spot décentralisé. Ils sont passés à 10-15%. Donc, on a bien vu une véritable demande sur les produits décentralisés spot. Sur le perpétuel, je pense que ça va arriver. Aujourd'hui, on a un produit de market fit qui est concret, qui est réel. Parce qu'on finalement, on le voit avec le volume associé à DYDX. Il est là. L'avantage concurrentiel également, il est là. Lorsqu'on parle de DYDX, on parle d'un protocole qui est entièrement engagé en main de la communauté. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que 100% des fees sont redistribués à la communauté, 100% des décisions sont prises par la communauté. C'est décentralisé, c'est on-chain. Vous avez beaucoup moins de risques de trader sur DYDX que, par exemple, sur un Centralized Exchange, malgré que le fait que se connecter via un Centralized Exchange peut vous rassurer. Ça, c'est normal. Le seul point noir aujourd'hui, forcément, c'est l'user interface. Les gens ont du mal à comprendre, c'est pour ça que les parts de marché sont encore plus faibles. Justement, c'est sur quoi on essaie de travailler, c'est sur
justement, les challenges au fil des années, c'est de savoir éduquer les bonnes personnes, savoir pousser les personnes à transitionner, en fait, comme un gateway de sexe à DEX. Il faut, en fait, il faut un peu de tout. Il ne faut pas la mort des decentralized exchange. Il ne faut pas non plus uniquement trader sur le decentralized exchange. Le but, c'est d'avoir un mélange des deux et les utilisateurs se retrouvent. Mais il faut d'abord qu'ils soient éduqués là-dessus. Il faut qu'ils comprennent quels sont les avantages des deux et les inconvénients des deux. Aujourd'hui, le point majeur sur lequel la DYDX travaille et sur lequel on pense capturer plus de parts de marché, tout simplement, c'est d'avoir une user interface qui est similaire au Centralized Exchange. Donc, c'est avoir un onboarding qui est assez simple, en 3 clics. C'est des personnes qui ont peur de se connecter via MetaMask. Aujourd'hui, avec DYDX, ils peuvent se connecter avec une adresse mail et un mot de passe. Et ça crée un wallet automatiquement. C'était quelque chose qui a été intégré via un partenaire récemment. Il faut un apport de liquidité. La liquidité, forcément, c'est important. C'est des choses sur lesquelles la fondation travaille énormément, à chercher de nouveaux market makers. DYDX Trading, qui est l'équipe associée au développement du produit, eux travaillent sur un produit qu'on peut-être appelé les votes. Et les votes vont pouvoir apporter un peu plus de liquidité là-dessus. Et en fait, finalement, tu as plein de petits points, plein de petits aspects sur lesquels il faut travailler, améliorer. Et finalement, le produit de market fit va se trouver lui-même. Si on fait le même pari qu'on a fait en 2020-2021 avec la chute des FTX, tôt ou tard, il y aura une transition d'utilisateurs sur les DEX. Je pense que juste aujourd'hui, on est encore un petit peu trop tôt. Il faudrait voir comment le marché évolue d'ici 2 à 3 ans facilement. Alors, au-delà d'avoir éventuellement un crack ou un black swan, un petit peu à l'image Ouais. d'un échangeur centralisé en déclin et littéralement disparu, on pourrait presque avoir une forme de pression réglementaire sur l'ensemble des Exactement. C'est SEX sur avec une diminution de leur champ d'application qui contraindrait de la smart money, qui contraindrait même des institutionnels, qui contraindrait des traders professionnels comme amateurs à se diriger vers des échangeurs dits décentralisés qui sont beaucoup plus difficiles à encadrer. Je le rappelle, si vous avez un MetaMask, bon, aujourd'hui pas besoin de KYC, vous pouvez connecter n'importe quelle wallet, et si je me connecte à DYDX juste avec une adresse mail et un mot de passe, j'ai pas de KYC sur DYDX. Donc ça peut être en fait un frein de moins qu'aujourd'hui nous condamne, si vous voulez, les échangeurs dits centralisés. Mais pour aller un tout petit peu plus loin, si je prends les user-friendly, en fait les nouveaux utilisateurs, ceux qui vont arriver vers l'adoption, est-ce qu'on pourrait les onboarder aussi facilement, comme tu le dis, qu'un échangeur centralisé? Au-delà de la possibilité, de la force marketing colossale qu'ils ont, hein, il ne faut pas se mentir, ils ont une force de frappe qui est colossale. C'est très rassurant de pouvoir mettre sa carte bancaire, c'est très rassurant de pouvoir de faire un virement SEPA, parce que ça crée un lien avec la TradFi et ça crée un lien en fait de déresponsabilisation vis-à-vis de l'utilisateur. Et en fait, le point noir que moi je vois en tant qu'utilisateur de DYDX et de la DeFi en général, c'est en fait de reprendre la responsabilité de son argent, de reprendre la responsabilité de ses décisions, de reprendre la responsabilité en général. Est-ce que DYDX travaille sur une forme de redistribution de la responsabilité, pas forcément en termes de manipulation, mais peut-être en termes de réassurance? Exemple, DYDX a un fonds de sécurité, comme beaucoup aujourd'hui d'échangeurs centralisés proposent un fonds de sécurité, qui est sans commune mesure inférieur à si le truc part dans tous les sens, mais c'est des choses qui rassurent énormément l'utilisateur final. Donc c'est ce que je vois un petit peu par rapport au client final. Comment on arrive à me onboarder, comment on arrive à me rassurer via des mécanismes en fait assez simples à mettre en place. Alors ça peut bien évidemment être décidé vis-à-vis de la communauté des YDX, mais dis-nous en plus de ce côté-là. Il y a pas mal de questions dans cette une seule question que tu as posée. Alors, pour revenir simplement aux régulations, juste un petit point là-dessus, on voit une transition qui est faite aujourd'hui en Europe avec MiCA 2. On regarde même simplement en France avec le PSAN. Lorsqu'une entité est PSAN aujourd'hui, lorsqu'une entreprise est PSAN, elle doit automatiquement fermer les perpétuels en France. Donc vous avez peut-être sans doute vu ça avec OKX ou avec Binance en France. Donc forcément, il y a déjà une transition qui est faite d'utilisateurs sur les DEX ou d'autres sur d'autres SEX. Et au fil du temps, si les SEX veulent se mettre à jour et être légalement dans un pays, tôt ou tard, les utilisateurs devront trouver un compromis. Pour revenir sur l'user experience et l'onboarding de DYDX, et même pas uniquement de DYDX, mais en termes généraux sur les DEX, et aujourd'hui, c'est ce qui, je pense, freine énormément les personnes à utiliser la DeFi d'un point de vue général. On a tous les outils disponibles, on a tous les outils qui sont à portée de main
qu'on doit juste simplement intégrer sur DYDX. Aujourd'hui, si tu me parlais de mettre ta carte de crédit, acheter directement. C'est ce qu'on appelle le fiat on ramp. Il y a énormément de solutions qui proposent du fiat on ramp, dont Revolut aujourd'hui. Par exemple, j'ai eu l'occasion de discuter avec Revolut récemment, il y a quelques mois. C'est en cours de discussion avec eux pour qu'on puisse intégrer justement le fiat on ramp de Revolut sur DYDX. Comment ça se déroule? Tout simplement via les wallets qu'on utilise. Si aujourd'hui on utilise MetaMask ou encore Trust Wallet pour trader sur DYDX, ou même si vous voulez faire directement avec le fiat on ramp de DYDX, vous pouvez directement acheter avec votre carte de crédit, ça arrive sur DYDX et on n'en parle plus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a juste une spécificité, c'est il y a un manque d'éducation, un manque de connaissances encore pour faire comprendre que oui, ces produits existent, oui, vous pouvez faire la même chose que vous faites sur les Centralized Exchange, juste allez-y, testez, cliquez sur quelques boutons, regardez un petit peu comment ça se déroule. Et c'est notre rôle également, c'est d'éduquer au maximum à travers des partenaires comme toi, Vincent, que tu puisses expliquer tout ça, que oui, c'est possible, mais également que oui, ça va arriver. On est encore sur un produit qui est nouveau. Il ne faut pas se mentir, c'est quelque chose qui va évoluer au fil du temps. Mais il faut rester connecté parce que c'est peut-être des produits qui vont peut-être prendre le dessus ou qui, tôt ou tard, devront être sur la lumière du jour. Donc, c'est assez important. Aujourd'hui, pour retirer mon argent directement de DYDX, je le fais directement. Alors moi, je le fais de façon assez naturelle via le MetaMask et pour après le renvoyer sur un échangeur centralisé pour après derrière, PSAN dans la plupart du temps, pour pouvoir l'envoyer en virement SEPA. Est-ce que ça, enfin, je ne l'ai pas vu, mais peut-être que je me trompe, mais c'est pas possible actuellement sur les DYDX de faire ça. Directement retirer de l'argent en euros, en dollars, en francs suisses, etc. Non, en fiat, forcément, c'est pas possible. On a eu quelques partenariats récemment avec directement pour déposer et retirer sur les Centralized Exchange type Binance, Kraken et les plus gros. Donc aujourd'hui, tu peux envoyer directement tes fonds sur le Centralized Exchange, tu n'as pas besoin de passer par MetaMask ou quoi que ce soit. Tout ça, ça prend du temps forcément. Je ne vais pas te mentir, c'est des partenariats, c'est des discussions, c'est des installations. On est sur un projet qui est assez nouveau. Pendant 2 ans, les ingénieurs ont travaillé entre 2020 à 2020, je dirais même de 2021 à 2023. Ils ont travaillé sur la version 4, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas touché absolument pas au produit. Donc le produit tel quel il est aujourd'hui, c'est quelque chose de très similaire au même produit qui était en 2021, parce qu'ils ont travaillé uniquement sur la décentralisation complète, ce qu'on appelait la V4. Donc avec la redistribution des fees, 100%, avec les validateurs, l'architecture qui était complète derrière, comment est-ce qu'on travaille sur un order book que tu vois juste en face de tes yeux qui peut être utile. Ça a mis 2 ans. Donc 60 ingénieurs aux États-Unis qui travaillent pendant 2 ans là-dessus pour délivrer la V4. Aujourd'hui, les versions qui vont arriver jusqu'au mois d'octobre, c'est-à-dire V5, V6, V7, là, on va parler d'une évolution du produit, vraiment quelque chose au top, vraiment similaire à ce qu'on peut retrouver sur le Centralized Exchange. Et dans tous les cas, si on n'y arrive pas aujourd'hui, personne ne va utiliser le produit DYDX. Donc, on est obligé d'apporter une innovation, écouter la communauté maximum, regarder ce qui se passe sur les forums pour ensuite implémenter tout ça ou être porteur de décisions, par exemple avec DYDX Trading qui construit des produits simplement. Ouais, ça me donne d'ailleurs une transition. Merci pour ces éclaircissements. Parce que c'est vrai qu'on constate une attractivité assez poussée du côté des échanges centralisés, notamment grâce aux différents projets qui sont listés, et on parle de là par dizaines, et ça a eu d'ailleurs une recrudescence en 2024. Depuis le début de l'année 2024, on en compte même peut-être des centaines qui sont listés, sans pour autant aborder les mêmes coins. Donc, belle nouveauté de listing de projets qui ont été... qui ont germé tout au long de l'année 2022 pendant ce bear market et qui ont su en fait s'organiser. On propose, ces échangeurs centralisés proposent également tous des wallets décentralisés, des apps de l'écosystème, du Web3, des NFT, parfois même la possibilité de trader des actions, des fonds indiciels. Il y en a même qui proposent des contrats options, je parle ici de Bybit notamment, ou encore de Rebit. Est-ce que DYDX prend la mesure de ce champ des possibles et est-ce que DYDX va proposer ou envisage-t-il une abondance de produits qui touchent à l'intégralité du champ des possibles de l'écosystème Web3? Alors clairement, pour être honnête, c'était DYDX, c'est le fondateur Antonio Giuliano, avait même encore aujourd'hui, il avait pour vision de DYDX va se différencier via le permissionless market. Le permissionless market, c'est quoi? C'est le lancement de marché sur ce que tu souhaites, c'est-à-dire soit le forex, soit sur les cryptos, les mêmes coins, ou encore le crédit carbone, si tu le souhaites. Ça, on l'a vu en petite partie sur FTX à un moment donné, où est-ce que tu pouvais trader sur différents produits Forex, Tesla ou quoi que ce soit. Il y a des centralized exchanges qui font ça.
Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être possible sur DYDX au fil des mois. Ouais. C'est clairement la vision sur laquelle on souhaite s'aligner, sur ce qu'on souhaite faire. On a commencé en première partie aujourd'hui via Skip Protocol, qui est un produit sur Cosmos des Américains qui construisent un produit où on peut permettre de lister jusqu'à 800 paires aujourd'hui. Donc il y a environ une quarantaine de paires qui sont listées par mois aujourd'hui sur DYDX. On est dépassé de 50 au total à 40 par mois qui s'ajoutent. Donc, c'est de 50 au total à 40 par mois qui s'ajoutent. Donc, il y en aura à peu près 800 à 2000 à la fin de l'année. Et ensuite, les ingénieurs de DYDX Trading sont en train de construire un produit qui sera arrivé sur la V6, V7, qui permettra de ce qu'on appelle le permissionless market, c'est-à-dire un peu ce qu'on peut retrouver sur Uniswap, lancer un marché qui sera automatiquement liquide, parce que finalement, il y aura un vote associé à ça, pas un vote voté, mais un vote, un bag, si vous préférez. Un pool de liquidité. Exactement, comme un pool de liquidité, finalement. En effet. Donc, le pool de liquidité sera sans doute en USDC. On est déjà en back-end, en test dessus. Ça a été lancé avec la V5. Vous le voyez juste pas en front-end, mais ça marche très bien. Donc, c'est des choses qui vont être implémentées par la suite et qui seront implémentées sur différentes paires. Et le but, justement, c'est de voir... on a déjà des partenaires institutionnels qui discutent de différentes paires sur le Forex, le crédit carbone, et ainsi de suite. Donc, il y a de grandes chances que dans les années futures, on voit sur DYDX énormément de paires, pas uniquement crypto, mais également sur des marchés associés. Là, on parle ici donc des prochaines versions, 5, 6, 7. Nous, on avait parlé au sein de la communauté, d'ailleurs, on avait introduit DYDX en parlant de la V4, donc on va parler du côté de la V4. La grande nouveauté, c'était par rapport aux frais de trading. J'avais noté 75% des fees redistribués et destinés aux validateurs. Tu as dit dans ton introduction tout à l'heure que c'était même 100%. En fait, en résumé, si on participe à la validation de la blockchain Cosmos, alors on reçoit des récompenses de DYDX sans même le savoir, notamment via Kepler ou d'autres outils. Ici, l'objectif, en fait, était de créer, j'imagine, un cercle gagnant-gagnant entre les validateurs et les délégateurs, qui sont donc ici incités à déléguer les tokens. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur le mécanisme de redistribution et comment, en fait, on peut en bénéficier simplement? Si, voilà, je suis un holder, j'ai du DYDX, j'aime bien DYDX, je peux trader un petit peu de façon très récréative sur DYDX, voire d'autres possibilités. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ces mécanismes de redistribution et comment bénéficier de la redistribution au niveau des tokens? Clairement. DYDX, comme je l'ai expliqué initialement, c'est pas uniquement juste un produit applicatif auquel on peut trader. Vous pouvez participer au protocole de DYDX. Donc, pour participer au protocole DYDX, c'est également stacker des DYDX. En stackant des DYDX, vous participez à la sécurisation de la chaîne DYDX. Donc, lorsque tu as mentionné Kepler, vous avez différents validateurs que tu as dû expliquer sans doute lors d'une vidéo, sur lequel vous pouvez tout simplement déléguer des tokens DYDX, les stacker. Une fois que vous les avez stackés, vous recevez, selon le validateur et la commission qui souhaite, souvent le validateur choisit 5%. Donc 95% des fees sont redistribués chez vous. On parle d'un APR annuel aujourd'hui sur DYDX entre 15 à 30%. Donc, et tout ça en USDC. Lorsque vous tradez sur DYDX, vous tradez forcément en USDC. Il n'y a pas d'autres paires, enfin, il n'y a pas d'autres stablecoins associés à ça parce qu'on utilise Noble. Donc, tous les fees générés sur DYDX sont en USDC. On a décidé, DYDX Trading et l'équipe engineering, pendant des années, ils ont pris une partie des fees pour simplement, comme Binance, Coinbase et tous les central exchanges, simplement financer, payer leur équipe et continuer à innover. Ils se sont dit, avec la V4, on décide de redistribuer 100% des fees. On ne prend plus rien. Pendant 5 ans, ils ont un turnover de 5 ans auquel ils ont réussi à accumuler des fonds. Ils ont 5 ans avec les levées de fonds qu'ils ont réussi à avoir pour survivre, ensuite se financer par d'autres manières. Il y a le grand programme dans lequel vous pouvez vous financer, et ainsi de suite. Mais ils veulent que 100% des fees soient redistribués à la communauté. Donc, lorsque vous stackez sur DYDX, et vous pouvez le faire directement via DYDX aujourd'hui. Lorsque vous stackez, vous allez sur Kepler, vous allez stacker votre DYDX, vous choisissez le validateur de votre choix, disons Imperator qui sont français. Imperator, eux, prendront 5% des fees et vous allez prendre 95%. Et selon le volume associé sur DYDX, forcément l'APR va augmenter parce qu'il y aura plus de fees générées. Et ensuite, c'est un jeu selon le nombre de validateurs, enfin le nombre de stakers qu'il y a. Et vous faites le coefficient. Et avec ça, vous pouvez voter, vous pouvez recevoir des fees, sécuriser le network. Mais vous n'avez pas forcément besoin de trader sur DYDX. Donc, vous pouvez participer au protocole sans forcément trader. Donc, ça, c'est également un moyen. En parlant de pouvoir participer à l'écosystème et bénéficier de récompenses,
pour inciter en fait des personnes à rejoindre l'écosystème. Et le plus facile généralement, c'est de acquérir des tokens DYDX. Est-ce que tu peux nous parler réellement de l'utilité et à quoi sert en fait le token? Alors, le token, il y a trois utilités. C'est sécuriser, stacker et la gouvernance, simplement. Participer à la gouvernance. Il y a une spécificité aujourd'hui chez DYDX. Si vous ne détenez pas de DYDX, mais vous détenez uniquement des USDC, c'est lorsque vous tradez sur DYDX jusqu'à 2026, à chaque époque c'est à chaque fin de mois, en tradant sur DYDX, vous allez recevoir des DYDX. Donc, il y a une incentive en DYDX qui est faite, qui a été initiée depuis le début du lancement du token, qui va se faire jusqu'à 2026. En 2026, ça va s'arrêter net. Il n'y aura plus de DYDX redistribués sur la plateforme lorsque vous allez trader. Donc, aujourd'hui, il y a un petit jeu à faire, entre guillemets, si vous le souhaitez, c'est pouvoir trader avec des USDC sur DYDX. En faisant ça, chaque mois, vous détenez des DYDX sur lesquels vous pouvez stacker pour sécuriser le protocole ou simplement stacker pour sécuriser le protocole ou simplement participer à la gouvernance. Avec ça, vous allez recevoir des USDC parce qu'on parle en APR, quand je vous ai expliqué le montant que vous allez recevoir par mois, ça se fait en USDC et pas en DYDX. Vous pouvez ensuite réinjecter dans DYDX pour trader, pour recevoir plus de DYDX, et ainsi de suite. Donc, il y a une espèce de cercle sur lequel vous pouvez vous amuser jusqu'en 2026 et qui peut être efficace sans forcément prendre énormément de risques. D'ailleurs, en parlant de ça, de cercle vertueux gagnant-gagnant, de redistribution, on avait fait un comparatif qu'on a débuté sur un trade qu'on a pris notamment sur Ethereum via DYDX, et on l'avait en fait directement comparé à un des top 3, top 4 en termes de volume perpétuel de la planète avec BitGet. Et j'avais dit, je vais prendre exactement la même position, le même montant de position sur la même valeur de prix. On l'a pris aux alentours de $2890 à peu près. Et en fait, on a visualisé que du côté de DYDX, les frais de prise de position étaient moins élevés que sur BitGet, par exemple. En revanche, depuis le mois de je sais plus quand on a pris ça, ça fait 2-3 mois qu'on a dû prendre ce trade-là, et ben en fait, on voit que les profits, les profits and loss, donc profits ou pertes réalisées, moins $22. Alors que si je le compare directement avec BitGet, via directement une corrélation de funding, donc de frais de financement, ben ils sont quasiment 2 fois moins élevés. Or, c'est vrai qu'on essaye de pousser et d'essayer d'avoir un combat pour celui ou celle qui aura les frais les moins importants, les moins, etc., etc. Donc, on avait pris levier x3 sur une position de $1000 qu'on avait découpé en 4, donc $250. Est-ce que tu peux expliquer ça? Comment, en fait, aujourd'hui, DYDX se positionne au niveau de ses frais de financement? Comment ils sont calculés? Et comment, voilà, vraiment un comparatif. BitGet, Bybit, Binance pour les perps, si on peut encore le faire, notamment en dehors d'Europe, vis-à-vis de DYDX. Finalement, les frais de financement sont aujourd'hui décidés par la communauté. Si on souhaite réduire les frais de financement, ça peut être fait via un vote de la communauté, via un proposal. Initialement, ça a été initié par DYDX Trading, qui a décidé d'être en compétition avec quelque chose de mieux face au sexe. Sans doute, quand tu as dû lancer le trade, tu as dû recevoir également tu vois, sur ton portfolio, sur la gouvernance, tu as dû recevoir des DYDX en tradant là-dessus. Absolument. Donc ça compense et finalement, ça couvre également ça peut couvrir jusqu'à 100% selon le prix du token DYDX, jusqu'à 100%, voire plus, 120% lorsque le prix était plus haut, tes frais, tout simplement. Donc, on se retrouve sur un avantage compétitif face au sexe là-dessus. Il y a juste une corrélation qui est différente et qui est une incentive qui est différente, ce qui fait différemment. Mais pour les frais de trading, finalement, tout est aux mains de la communauté. Il faut que la communauté comprenne également si on réduit les frais et qu'on réduit le financement sur le protocole DYDX, ça signifie qu'il y a moins de tokens redistribués pour les stakers et pour le protocole. Donc, et qu'il va moins également sur le fonds de trésorerie. Donc, il faut trouver un juste milieu là-dessus. Ça, c'est des discussions. Comme je l'ai dit, c'est de la politique, c'est des discussions qui doivent être faites sur le forum. Donc, toi, par exemple, toi-même, tu peux commencer à initier ça avec ta voix, ta communauté. Tu peux directement poser cette problématique et en discuter sur la communauté, enfin sur le forum, pour ensuite avancer et améliorer ce produit. Excellent. C'était vraiment la réponse qu'il fallait en fait donner. C'est que de pousser le tout transparent et non pas une forme d'opacité vis-à-vis du calcul des frais de financement ou du calcul de la redistribution. Il est vrai, on va pas se mentir, que côté échangeur centralisé, en fait, on voit rien.
En fait, on prend généralement un chiffre qu'on extrapole, qu'on commente, en comparant avec un autre chiffre, mais on ne voit pas en fait tous les rouages et tous les mécanismes qu'il y a autour. Je vous prends l'exemple très concret notamment, c'est vis-à-vis du staking. Si vous allez staker, ou à l'époque, si on stakait directement sur le Cosmos Hub via Kepler, on avait jusqu'à 22% en fait de rendement vis-à-vis de la redistribution du token, juste au niveau de l'inflation, si vous voulez, vis-à-vis du Cosmos Hub. Si vous alliez chez Binance, vous aviez 12%. Si vous alliez chez Swissborg, vous aviez 17%. Si vous alliez chez Bybit, vous aviez que 11%, et puis des fois ça changeait, on ne sait pas trop pourquoi. Et si vous allez sur Coinbase, etc. Pire encore, on bénéficiait bien évidemment pas en fait des airdrops qui pouvaient être organisés vis-à-vis du Cosmos Hub à ce moment-là. Donc on n'en bénéficiait pas, et c'est Binance en fait qui récupérait, ou les échangeurs centralisés qui récupéraient tout. Donc tous ces enjeux-là, c'est des choses qu'il faut prendre en considération, pas forcément pour aller en fait tirer des économies de bout de chandelle, mais comment en fait tout s'organise et tout s'orchestre autour d'un protocole, et ce que peut proposer aujourd'hui cette philosophie du décentralisé. On a donc parlé échangeur centralisé, on va un petit peu le quitter puisque c'était pas forcément non plus le but, mais je pense que c'était important pour l'ensemble de la communauté et les gens qui nous écoutent, et des nouvelles personnes qui nous écoutent, de pouvoir faire un comparatif relativement sain entre échange centralisé et échangeur décentralisé. Si on reste aujourd'hui dans les échangeurs dits décentralisés, et il y en a beaucoup, on peut se rappeler de 2020-2021, où il y avait eu une explosion littérale, notamment du côté des swaps, via en fait une utilité complètement débridée et décontractée. C'est extrêmement simple en fait d'aller sur Uniswap, c'est extrêmement simple d'aller sur SushiSwap, il y avait même des rendements de près de 66 000% dans certains swappers, notamment asiatiques. Et en fait, est-ce que ces débuts explosifs par rapport à toi, Artem, vis-à-vis de ta position au sein de la fondation de DYDX, et qui est au cœur de l'écosystème décentralisé, est-ce que ces débuts explosifs avaient un avant-goût prometteur, là où la simplicité, si tu veux, était synonyme d'utilité, ou alors est-ce que la complexité et les multifonctionnalités sont synonymes de rentabilité? Je réexplique, c'est extrêmement simple. Est-ce que DYDX tend vers la complexité, la multifonctionnalité pour donner lieu à de la rentabilité, une redistribution au sein des utilisateurs et notamment des stakers ou des détenteurs de DYDX? Ou est-ce que peut-être que la visibilité de DYDX aujourd'hui, en termes de vision long terme, c'est d'aller vers plus de simplicité? Tu veux quoi? Tu veux du token A? Bah, boum, ça swap, c'est réglé. Il y a toujours autant de transparence si on veut la chercher, mais en termes de visibilité, c'est extrêmement simplifié. Ça me donne en fait un petit peu l'idée de Coinbase. Quand je commençais à trader sur Coinbase en 2017-2018, oui, c'était 2017, en fait, il y avait une version simple et après, il y a une version pro. Bitpanda propose la même chose. Est-ce que DYDX va éventuellement proposer ce type de choses? Tu comprends entre complexité, fonctionnalité et simplicité? C'est une très bonne question. Alors, il faut savoir que sur DYDX, on a deux types d'utilisateurs. On a 90% du volume qui se fait via des institutionnels, qui traitent du coup via des API. Ils ne traitent pas sur le front-end, ils ne vont pas trader sur DYDX.trade comme vous le voyez là. Ils vont se connecter via notre système d'API, ils vont trader simplement sur leur propre front-end ou sur des boîtes de trading. Donc ça, c'est 90% du volume. Et c'est quand on prend la niche, l'industrie justement des exchanges centralisés, décentralisés, c'est que le véritable cash flow et l'argent qui se fait via les institutionnels, malheureusement, ou heureusement, par les grosses whales, les institutionnels, les VC, les market makers qui apportent la liquidité, et c'est eux qui apportent un maximum de traction. Donc c'est grâce à eux également que vous pouvez recevoir 100% des fees, donc ça il faut l'avouer. Mais il est important d'avoir du retail. Lorsque j'entends par retail, c'est des personnes lambda comme moi ou toi encore Vincent ou quelqu'un d'autre qui trade, je ne sais pas, 5 000, 10 000, même 200 euros s'il faut sur DYDX. C'est très important. Donc aujourd'hui, sur les perpétuels, il faut un mélange des deux. Comme j'expliquais initialement au début du podcast interview qu'on peut appeler, c'est que la difficulté de DYDX technique n'a pas porté ses fruits initialement. C'est que lorsque en 2017-2018, on était au coude à coude avec Uniswap. Donc, on avait les mêmes parts de marché. On avait même bien plus de parts de marché qu'Uniswap. Mais au fil du temps, on a vu qu'Uniswap s'est simplifié et simplement ont explosé. Donc, je vous expliquais entre 10 et 15% des parts de marché spot, ce qui est énorme. Ils font énormément de volume aujourd'hui pour un marché spot. Nous, c'est exactement sur quoi on veut tendre aujourd'hui. Donc, apporter plus, donc simplifier également notre système d'API, pas uniquement sur le front-end avec des boutons et sur ce qu'on fait, mais notre système API, le simplifier pour apporter plus d'institutionnels, Wells, market maker, mais également améliorer, simplifier le système de trading sur DYDX pour
pour les personnes lambda comme nous. Ça, c'est vraiment important. Donc, il y a un mix des deux à faire. Il y a un jeu qui est un peu plus compliqué qu'il peut avoir sur un decentralized exchange type spot. Mais c'est des challenges qui sont excitants à faire et qui demandent beaucoup d'expertise et de spécificité là-dessus. Donc, en tout cas, on travaille dessus. Ouais, l'idée de créer une app, en fait, je sais pas, pas forcément péjoratif pour DYDX, mais DYDX First, par exemple, ou un truc qui peut être un pied d'ancrage par rapport à une nouvelle population, des nouveaux futurs investisseurs amateurs. Ça peut être éventuellement un bon blé, puisque l'adoption est en marche. On le voit bien par rapport à toutes les datas, notamment on-chain. Il y a de l'accumulation qui se fait à tous les étages et à tous les niveaux, quels que soient les continents, quels que soient les pays, quels que soient les lieux, les peuples, les civilisations, ce qu'on veut, l'adoption est en marche. Est-ce que ça peut être éventuellement un parti pris qui peut être apporté et voté au sein de la communauté pour, même si ça multiplie peut-être le travail par deux, est-ce que, c'est possible et est-ce que éventuellement ça peut pas être une bonne approche technique pour pouvoir... Tout à fait. En fait, il faut comprendre que DYDX, c'est un code open source. Donc, si demain, tu veux ouvrir aujourd'hui dydx.easy pour les utilisateurs qui veulent le trader d'une manière simple, tu peux le faire. En fait, c'est qu'un code source. C'est à toi ensuite. On peut avoir autant de front-end qu'on souhaite. On peut avoir un front-end en Chine, on peut avoir un front-end aux États-Unis, on peut avoir un front-end en Russie, en Mongolie, en Italie, ce que tu veux. En fait, la création de front-end, elle est assez simple. Ensuite, tu peux connecter ton code open source et tous les systèmes qui sont associés derrière, donc les indexeurs, les validateurs sont directement connectés à tout ça. Libre à toi ensuite de choisir comment tu redistribues tes fees. Si tu veux en prendre en plus, si tu veux en redistribuer moins, ou si tu veux garder le même système de fees. Donc aujourd'hui, et sur quoi on va tendre, je pense, à terme, on va voir différents gateways. C'est-à-dire que on l'a vu avec Coinbase qui ont utilisé, je ne me rappelle plus si c'était Curve ou c'était à un moment donné, encore aujourd'hui pour le système de stacking. Mais on va avoir des gateways de Centralized Exchange sur le Decentralized Exchange. Donc, ils vont avoir leur propre front-end avec peut-être un logo qui va juste être DYDX pour comprendre que tu peux créer sur DYDX, mais le nom de domaine sera différent. Donc, eux, ils vont prendre des fees par-dessus, et ils vont laisser une porte d'entrée sur la décentralisation. Et pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça? Parce que simplement, il y a on a parlé avec les régulations, mais ils n'ont pas le choix. En Europe aujourd'hui, malheureusement, lorsque tu as Psan ou Mika, tu ne veux pas trader des perpétuels. Donc, je pense qu'on va tendre, ça c'est mon point de vue, mais on va tendre sur cette vision-là à terme. Mais peut-être de courte durée. À un moment donné, vous serez de toute manière, on va pas dire attaqué, mais en tout cas, vous serez regardé via votre force de frappe, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes encore très marginal, hein, notamment vis-à-vis du spot ou des contrats futurs et perpétuels, quels que soient les échangeurs décentralisés aujourd'hui qu'on peut éventuellement initier, ça reste quelque chose de relativement marginal, mais plus vous allez prendre de grandeur. En fait, c'est toujours la même chose. Le marché réagit et s'adapte par rapport aux pressions et par rapport au cadre réglementaire. Donc ça finira de toute manière par arriver. La question est de savoir est-ce que vous serez suffisamment armé, suffisamment organisé pour pouvoir accompagner une transition douce, hein, et je sais que c'est possible, vers une idée de tout décentralisé. Je partage, moi, personnellement, cette philosophie du tout décentralisé. Je pense qu'à un moment donné, c'est pas forcément les régulateurs, c'est pas forcément les institutions qui vont cadrer ou qui vont bloquer l'amélioration, ou en tout cas la vision long terme de tout l'écosystème. Je pense que c'est nous qui allons décider. Je pense que c'est la gouvernance qui va le décider. Je pense que ce sont les administrés, le peuple qui va le décider. Et ça passera par un concept qui va commencer à émerger, probablement via un bull run ou un énième bull run avec un déplacement des prix complètement canonissime. On peut l'attendre, on peut l'espérer, on peut le jouer même plus ou moins fortement, mais d'une idée du tout décentralisé. Je pense que ça va finir par arriver par rapport à, au-delà de reprendre une forme de responsabilité, c'est de se réapproprier sa propre identité, hein, et ses propres décisions. Et ça, à travers des protocoles type DYDX, en fait, c'est très facile de le faire avec quelques dollars ou quelques euros. Donc, si vous participez ou si vous partagez en fait ma philosophie, je pense que ce type de protocole est une aubaine, est une opportunité pour commencer à toucher du doigt en fait l'idée du tout décentralisé. Après, il faut comprendre que si les régulations tapent fort, il est possible également d'adapter le front-end. Donc, on peut avoir un front-end qui est adapté aux régulations. Si on demande d'avoir un effet de levier maximum à 2, tout est modulable. C'est un code open source. Donc, les personnes qui créent ce front-end initialement, ça peut être toi, Vincent, tu peux créer un front-end en France si tu veux pour être associé et être en
en accord avec les lois françaises, lorsque le MiCA 2, par exemple, va tomber, c'est créer un front-end DYDX qui va s'appeler DYDX Vincent, qui va être euh, adapté justement aux relations de Mika ou encore de Psan. Donc tu peux l'adapter. Tout ça, c'est adaptable. C'est des choses que je ne peux pas faire sur les Centralized Exchange, en revanche. Ouais, d'exemples de certains PSAN d'ailleurs qui proposent du marging, hein, Ouais. notamment via des effets de levier ou des ETF, Mm. pseudo-ETF sur les perpétuels futurs via des leviers x2, voire x3. Hein, je sais que ça se voit de plus en plus en Europe. Encore une fois, faites attention, il y a des risques via des effets de levier. Restez prudent et maîtrisez bien votre risque-récompense. J'ai fini par rapport à ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose vis-à-vis de DYDX? Si on a oublié quelque chose, je pense que tu pourrais éventuellement nous parler de la V5, puisqu'on a beaucoup parlé de la V4, mais la V5 et pourquoi pas peut-être de faire un petit échappé sur la V6, V7. À quoi s'attendre? Les grands flagships qu'on peut attendre sur la V5, V6, et quand tu nous le disais tout à l'heure, ça arrivera d'ici le mois d'octobre 2024. Est-ce que tu peux nous en parler avec un peu plus de précision et à quoi s'attendre? Ouais. Donc, en octobre, ce qu'on pense atteindre, en tout cas, c'est entre guillemets la V7, qui va, c'est peut-être sans doute, il y aura un rebranding de ça, c'est pas encore vraiment très clair. Mais avec la V5, la V6, la V7, ce qui va arriver, c'est forcément les, euh, les votes, c'est-à-dire la liquidité sur DYDX qui va être améliorée grâce aux votes. Il y aura un permissionless market qui va arriver de plus en plus, donc de plus en plus de paires, ce que j'ai expliqué initialement avec euh, énormément de marchés et pas uniquement sur la crypto, mais également pour améliorer tout simplement l'apport de retail sur la plateforme, donc un système d'affiliation. C'est des choses qu'on n'avait pas forcément avant et qui va être apporté au fur et à mesure. Ça, c'est top pour les créateurs de contenu comme toi d'ailleurs. Euh, mais bien plus en fait finalement. Il y aura Cosmosm qui va arriver, c'est le smart contract sur Cosmos. Donc c'est un apport simplement d'applications qui peut être connectées sur DYDX très facilement et permissionless, c'est-à-dire sans permission. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont arriver que je ne peux pas forcément évoquer sur la V7, mais il y aura peut-être sans doute d'autres approches d'initiative ou de changement de tokenomics. Excellent. Merci pour ça, Artem. Dernière question, et je la pose systématiquement lorsque nous avons la chance d'avoir un représentant ou une représentante d'un écosystème. Est-ce que tu peux nous partager, toi, à titre personnel, peut-être quelques projets, 2, 3, 4, allez, jusqu'à 5 projets qui accompagneront peut-être une adoption de masse dans les prochaines années? Et si tu devais détenir finalement seulement 5 cryptos pendant 10 ans, quelles seraient ces crypto-monnaies et pourquoi? Forcément, Bitcoin sera dans le lot, ce sera sans doute le numéro un. Euh, c'est difficile à dire. Le marché évolue à une vitesse folle et j'aime beaucoup suivre les trends, donc voir un peu ce qui se déroule. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait, dans un point de vue de diversification, il faudrait prendre un petit peu de tout. Moi, j'adore en tout cas l'écosystème Cosmos en général, donc ce serait un layer 0 dont Cosmos. Forcément, il y en aura d'autres, dont Solana ou d'autres, mais moi, je préfère uniquement Cosmos. Je parlais énormément de spot market via Uniswap, mais si vous suivez la chaîne de Vincent, sans doute vous connaissez bien les systèmes Cosmos. Il y a Osmosis qui est très attractif. Leur équipe qui est derrière, le produit qu'ils essaient de construire est qui est vraiment très bon et que je respecte énormément. Euh, et bien sûr, il faudrait peut-être surveiller quelques layers 2, dont Starknet ou encore Mina qui essaie de construire quelque chose de sympa. Euh, Moi, c'est globalement les bets que je pourrais faire aujourd'hui, bien que bien qu'aujourd'hui, je détiens la majorité des USDC. Donc, C'est c'est intéressant parce que tu nous proposes en fait des tokens, hormis Starknet, qui sont plutôt en fait des tokens qui ont un historique. Hein, si on parle de Atom Cosmos, si on parle d'Osmosis, si on parle de Mina, ce sont des tokens avec un fort historique. Tu aurais pu nous parler par exemple Layer 2 de Arbitrum, par exemple. Tu aurais pu nous parler de Matic, même si pas mal d'historique également. Il y a un arbitrage qui peut être fait, il y a un choix où éventuellement tu créerais des paquets finalement au niveau d'un narratif. Les Layer non, 2, etc. pour être honnête, moi, en tout cas, l'investissement se fait sur beaucoup de facteurs et je pense chacun a des facteurs différents. Et pour le coup, le mien, ça joue beaucoup sur le branding, l'équipe qui est derrière, la vision du fondateur. Ça, c'est plus important. Un fondateur fort, une vision
une culture d'entreprise qui est importante, moi en tout cas je l'ai vu, ça crée des miracles. Et peu importe comment ton produit est bon ou pas bon, parfois ça change pas grand-chose. Et en tout cas, c'est des produits sur lesquels je crois énormément. Et j'ai pas évoqué DYDX forcément parce que je suis impartial dessus, mais j'y crois fort également. Dernière question, et ça sort complètement du cadre. On parle de bulles actuellement, notamment sur l'intelligence artificielle. Tu es plutôt bullish sur tout ce qui est un attrait autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que DYDX met en place au sein de son protocole et de son écosystème des paramètres, des algorithmes via intelligence artificielle? Non, mais on a des partenaires avec qui on travaille sur des trading bots qui vont peut-être sans doute implémenter des choses assez similaires. Je pense à ça, je pense que j'avais vu 3 qui essaient de faire quelque chose d'identique, mais on a rien de... On essaie de faire attention sur les trends qui explosent et qui s'effondrent en espace d'un mois. On n'a rien d'associé à l'intelligence artificielle aujourd'hui, pour être honnête. Ok. Avec réassurance qui permet de prolonger votre parcours, puisqu'on le rappelle, hein, ça a été lancé en 2021 et créé en 2017. Est-ce que, éventuellement, tu pourrais répondre à cette dernière question? Pourquoi DYDX existerait encore dans 10 ans? Est-ce qu'il y a peut-être 3 grands facteurs, 3 grands leviers qui pourraient, en fait, aujourd'hui nous dire que choisir et trader aujourd'hui sur DYDX, puisque représenté par beaucoup comme le numéro 1 des échangeurs décentralisés aujourd'hui dans le monde de contrats perpétuels futurs, voilà. Est-ce que tu pourrais donner 3 grands flagships et on s'arrêtera là-dessus? Pourquoi DYDX existera encore 10 ans? Alors, Madame Irma, je vais essayer de voir non, honnêtement, je l'espère que DYDX va. Je pense que DYDX va toujours survivre dans les 5 années qui vont suivre et dans 10 ans. Certes, il faudra faire attention aux régulations, être compliant là-dessus, ça c'est important. Je pense que ça c'est la grosse boîte noire de tout l'écosystème crypto aujourd'hui. C'est ce que 95% des cryptos vont toujours exister via les régulations d'ici 3 à 10 ans. Ça c'est vraiment important. D'un point de vue produit market fit, je suis convaincu. La vision qu'on a, en fait, on est toujours à l'écoute de l'utilisateur et aux besoins de l'utilisateur. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a un besoin de plus en plus important d'une transition sur la DeFi, de transparence, de décentralisation. Donc, automatiquement, soit ils choisiront DYDX, soit un de nos compétiteurs. Donc, assez bullish en tout cas sur l'écosystème DeFi en général. Et pourquoi DYDX devrait exister encore dans 10 ans et existera dans 10 ans, tout simplement, c'est, comme je l'ai expliqué, c'est l'importance de l'équipe qui travaille derrière, tout l'écosystème. Et quand je parle d'écosystème, c'est pas uniquement l'équipe DYDX Trading, Fondation, les sub-DAO, c'est également vous qui participez à la gouvernance, vous qui participez à la sécurisation du token. Et si plus on est décentralisé, plus c'est compliqué à simplement casser les mailles du filet. Donc, je l'espère. Merci Artem. Ce sera le mot de la fin. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je le rappelle, si vous souhaitez trader sur des DYDX, vous avez les liens dans la description. N'hésitez pas à les utiliser. On a d'ailleurs un petit salon dédié directement sur le Discord. Si vous avez la moindre question à poser à Artem, vous pouvez le faire dans les commentaires et on se fera un plaisir d'y répondre, que ce soit directement par écrit ou en vidéo lors d'une prochaine vidéo. À venir, ce qu'on a pu aborder avec Artem, c'est un petit tuto sur comment partir de pas à pas entre de rentrer sur DYDX, connecter un wallet, sortir de l'argent, reprendre de l'argent, créer un trade, sortir un trade. On avait déjà fait une vidéo tuto relativement longue pour rentrer plus dans le détail, plutôt en casquette trader. Mais l'objectif de ce prochain tuto, qui apparaîtra donc fin juillet, ce sera d'ouvrir l'écosystème DYDX, notamment en tant que validateur, comment générer des rendements passifs sans pour autant être un trader. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Artem, merci pour ton temps. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Merci à tous. Ciao, ciao.